Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce jeudi. Les communistes troublent fête au Sénat. Ils rejettent le budget de la sécurité sociale et s'opposent plus fortement à la politique économique du gouvernement. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice dénoncent l'affairisme en Corse au lendemain d'un nouveau règlement de compte. Plus de tabous, lance Manuel Valls qui cite l'immobilier, le tourisme ou encore le sport. Jean-Marie Le Pen derrière son personnage de diable de la République. Nous recevons dans ce journal Philippe Cohen et Pierre Péan, auteurs d'un livre choc qui va relancer les débats. Le Pen, une histoire française. Le sociologue Sylvain Crépon, spécialiste du Front National, sera également avec nous. Et puis pour évoquer l'embrasement à Gaza aujourd'hui avec des morts en Israël et côté palestinien, le spécialiste Jean-Paul Chagnolot sera avec nous. Et de Troyes, après une alliance de circonstances avec la droite contre la nouvelle tarification de l'énergie et puis contre le budget, c'est sur le financement de la Sécu que les sénateurs communistes se joignent donc à l'opposition. Ces derniers se font aussi entendre de plus en plus durement dans l'hémicycle sur le cap économique fixé par le chef de l'État. Flora Sauvage. Pour la troisième fois, les sénateurs communistes ont désavoué le gouvernement. Après le rejet de la loi sur l'énergie et celui du texte sur la programmation budgétaire, ils ont voté contre le budget de la Sécu présenté par le gouvernement. Pas assez à gauche pour les sénateurs communistes qui s'opposaient à la nouvelle taxe sur les retraités. Cet après-midi, dans l'hémicycle, la présidente du groupe communiste du Sénat s'en est pris violemment au gouvernement. Monsieur le ministre, ni vous, ni nous ne souhaitons le retour de la droite au règne de notre pays. Mais allez-vous enfin, avec le gouvernement, étudier sérieusement nos propositions qui, loin de relever de la surenchère, sont celles de la cohérence et du respect des engagements pris. Le bras de fer est entamé entre le gouvernement et les communistes. Les sénateurs socialistes déplorent la position de ceux qu'ils considèrent comme leurs alliés. C'est vraiment un mauvais procès parce que nous sommes dans les engagements de François Hollande et nous tenons la ligne des engagements de François Hollande. Donc il les connaissait au départ. Au Sénat, la gauche qui rassemble le PS, les écologistes, les radicaux de gauche et le Front de gauche ne disposent que d'une courte majorité de 6 voix. Une seule composante de la gauche peut suffire à mettre en difficulté le gouvernement. Cette fois encore, le rejet du budget de la Sécu a été rendu possible grâce à une alliance entre sénateurs communistes et sénateurs UMP. Ce matin, nous avons eu l'éclatante démonstration qu'il n'y a plus de majorité pour le gouvernement au Sénat. Ça ne nous aura pas échappé. À la fois la partie recette et à la fois le texte dans son intégralité a été repoussé. Le gouvernement va convoquer une commission mixte paritaire, mais elle est promise à l'échec. En cas de désaccord, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, regrette que la majorité ne soit pas davantage rassemblée. Une bonne nouvelle économique qui avait surpris ce matin le rebond de la croissance au troisième trimestre, plus 0,2%. Jean-Marc Ayrault s'est aussitôt réjoui de cet indicateur prometteur, a-t-il dit, qui lui a permis d'arriver un peu plus tard à Berlin avec le sourire. La chancelière attendait néanmoins de son premier rendez-vous en Allemagne avec le Premier ministre français de plus fortes réassurances. Fabrice Cunet. La nouvelle ne pouvait pas mieux tomber pour Jean-Marc Ayrault, plus 0,2% de croissance au troisième trimestre. Un chiffre qui intervient alors que le Premier ministre est en déplacement à Berlin. Une Allemagne jusque-là très critique vis-à-vis de la politique menée par le gouvernement. Il faut persévérer dans la politique que nous avons engagée. Et je crois que ces indicateurs sont prometteurs, mais ils ne sont pas suffisants. Le combat pour le redressement économique, le combat pour la croissance est engagé et on ne le voit absolument pas faiblir, bien au contraire. La consigne est passée au sein du gouvernement, pas question d'afficher un triomphalisme. Mais derrière le discours officiel, difficile de cacher un certain sentiment de revanche. Nous faisons sur le troisième trimestre le même chiffre que l'Allemagne, plus 0,2 points. C'est dire qu'on peut avoir confiance dans l'économie française. En même temps, je ne veux pas succomber à l'euphorie. Je sais que les difficultés sont toujours là. Je ne ferai pas de pronostic pour le quatrième trimestre. Je maintiens la prévision de croissance pour 2012 à 0,3%. Mais tout ça montre aussi que nous avons un potentiel. Un potentiel que Pierre Moscovici estime à 0,8% de croissance pour 2013. Un potentiel qui ne fait pas oublier que sur ce même troisième trimestre, l'emploi salarié a encore reculé de plus de 50 000 postes. De quoi inciter à la prudence.
Et il y a un instant, lors de sa conférence de presse commune avec Angela Merkel, Jean-Marc Ayrault a expliqué qu'il n'y avait pas, selon lui, de modèle économique, mais il s'est dit inspiré par la qualité du dialogue social en Allemagne. De son côté, la chancelière a déclaré vouloir une France forte en souhaitant le succès des réformes engagées en faveur de la compétitivité, mais elle ne s'est pas autorisée à juger la politique suivie par la France. Plusieurs journaux allemands ces derniers jours avaient présenté la France comme l'homme malade de l'Europe. Eh bien, ajoutons cette couverture de The Economist, l'hebdomadaire britannique voit notre pays comme on le voit une bombe à retardement au cœur de la zone euro par manque de réformes, souligne ce magazine libéral. La mafia est à l'œuvre en Corse, propos sans embâche du ministre de l'Intérieur qui s'est rendu avec la ministre de la Justice à Ajaccio dans la nuit, quelques heures seulement après l'assassinat du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Corse du Sud, la 17e victime d'une exécution par balle depuis le début de l'année. Le gouvernement appelle à une mobilisation des habitants de l'île. Simon Barbary. Le mal de tout ça, globalement en Corse, c'est le fric. Le fric, ça suffit. Le mot est lâché, c'est bien l'argent et l'affairisme qui pourraient être à l'origine de la mort de Jacques Nasser. Le meurtre du président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corse du Sud a mis en émoi la classe politique quelques semaines après l'assassinat de l'avocat corse Antoine Solacaro. Jean-Marc Ayrault ne mâche pas ses mots et parle carrément de mafia. Ça veut dire que la mafia est à l'œuvre en Corse. Et l'argent s'est emparé de tout, de la violence. Donc il faut à tout prix mettre en œuvre les décisions que le gouvernement a prises il y a quelques semaines. Il y a un mois, le gouvernement avait annoncé 10 mesures pour renforcer la lutte contre le crime organisé en Corse, parmi lesquelles un renforcement des moyens d'enquête spécialisés, la création d'une cellule interministérielle de coordination et une attention toute particulière portée sur la délinquance économique et le blanchiment d'argent. Arrivés quelques heures après le drame à Ajaccio, Manuel Valls et Christiane Taubira ont avancé de 2 semaines leur déplacement en Corse à la demande du Premier ministre. Curieusement, la Corse ne figure pas parmi les 49 zones de sécurité prioritaires annoncées aujourd'hui par le gouvernement. Jacques Nasser est la 17e victime d'un homicide sur l'île de Beauté depuis le début de l'année. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, se déclare ce soir indigné devant l'escalade criminelle en Corse. François Fillon, de son côté, apporte son soutien au gouvernement pour lutter contre la dérive mafieuse en Corse qui doit être combattue par tous les républicains, précise ce soir l'ancien Premier ministre. Une famille sur 5 en France est monoparentale. Un parent, le plus souvent une mère, et des enfants. Ce sont les premières victimes de la crise. 30% de ces familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le Sénat s'est penché aujourd'hui sur le sort de celles qu'on appelle également les mamans solo. Lors d'un colloque qui a vu défiler nombre de politiques, pourquoi ne pas leur réserver des emplois comme on le fait pour les handicapés? L'idée a été lancée par Christian Estrosi. Alexandra Collineau. Aujourd'hui, une famille sur 5 est monoparentale. C'est le double d'il y a 40 ans. 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté, une proportion 2 fois plus forte que dans l'ensemble de la population. Un phénomène qui s'explique en partie par la difficulté à trouver un emploi, car les entreprises hésitent à embaucher une femme élevant seule ses enfants par peur des absences répétées. Résultat, seulement une mère sur 2 en situation monoparentale a un emploi à temps complet. Pour Christian Estrosi, l'instauration d'un quota d'embauche serait une solution. On doit créer un cadre légal qui fasse que dans chaque entreprise, on exige là aussi que soient prises en compte ces situations pour accompagner ces familles monoparentales en difficulté. Pour les handicapés, c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, pour les familles monoparentales, je verrais très bien que ce soit le même cadre qui soit retenu. Autre effort à faire, adapter les horaires et les tarifs des modes de garde. Très souvent, les jobs qu'on vous propose pour reprendre le travail sont justement ceux sur lesquels on a plus de mal à recruter, et par exemple les jobs à horaires décalés. Et c'est là que vous tombez sur le problème des horaires de garde. Donc développer des solutions de garde avec des horaires décalés, c'est porter une réponse particulière au problème des familles monoparentales. Najat Vallaud-Belkacem promet quant à elle que le gouvernement fera des propositions pour lutter contre les pensions alimentaires impayées lors de la conférence nationale sur la pauvreté et l'exclusion, prévue les 10 et 11 décembre. Un livre choc sur Jean-Marie Le Pen et les auteurs donc sont avec nous. Philippe Cohen et Pierre Péan, bonsoir messieurs, merci d'être là. Avec nous également Sylvain Crépon
qui est auteur d'une autre enquête il y a quelques mois maintenant, mais au cœur du Front National. Ça n'est pas tout à fait le même sujet, mais vous aurez sans doute des choses à échanger sur ce plateau. Ce qui frappe, ce qui surprend peut-être même d'abord Philippe Cohen et Pierre Péan dans votre livre, c'est le titre « Une histoire française ». Pierre Péan, on pense bien sûr à une jeunesse française consacrée à François Mitterrand. Oui, bah oui, on y pense forcément. On y pense forcément. Bon, c'est une famille. C'est un parcours qui s'inscrit effectivement dans l'histoire française, et c'est ça qu'on a voulu dire. J'ai envie de vous demander si vous avez vu des similitudes entre les deux hommes, Mitterrand et Le Pen, autres que générationnelles. On y revient dans le livre, mais je pense que une histoire française, il me semble que ça tire aussi vers l'idée que Le Pen n'est pas né Le Pen, contrairement aux apparences, mais que c'est une coproduction auquel ont participé un certain nombre d'hommes politiques en France. Il y a un long chapitre sur justement la façon dont François Mitterrand, ça s'était fait au niveau de l'analyse, mais ça n'a jamais été expliqué, sur la façon dont très consciemment, si vous voulez, il a à la fois diaboliser Le Pen et favoriser la percée politique, médiatique puis politique du Front National, et que ça n'est pas fortuit, c'était une action concertée sur deux fronts menée tout à fait. D'accord, donc Le Pen est né de sa diabolisation, d'une certaine manière. Et est-ce que votre entreprise relève de la dédiabolisation ? D'une certaine manière, et on va entrer dans le détail du livre. Alors, diabolisation... Sur ce plan, Pierre Péan. C'est au cœur de notre livre, de notre décision déjà. C'est ce terme de la diabolisation. On a fait ce livre parce que, d'abord, le personnage n'est qu'attaqué, n'est que diabolisé. Or, on constate qu'après plus de 25 ans, eh bien, le Front National a augmenté. Et donc, ça veut dire que la diabolisation n'a pas fonctionné. N'a pas fonctionné. D'accord. Mais la question que je vous pose, à laquelle vous tentez de répondre, c'est est-ce que cette diabolisation était infondée ? Et vous répondez oui sur un certain nombre de points. En tout cas, elle est infondée parce qu'il est inefficace. Et donc, nous, notre travail, nous, on n'est pas des militants, ni socialistes, ni associatifs. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? C'est mener une enquête, amener énormément de faits. Et donc, évidemment, complexifier le personnage, évidemment. Et donc, par définition, un personnage complexe est moins diabolique que quand on n'essaie pas de comprendre ce qu'il est. Mais vous allez jusqu'à le présenter comme une victime de légende, Le Pen victime. Non, attendez. Victime de légende, c'est écrit. On dit aussi qu'il a lui-même, c'est plus compliqué que ça, qu'il a lui-même participé de ces légendes, bien sûr. Qu'il les a accompagnés, voire amplifiés à certains moments. Prenons l'exemple de l'antisémitisme, par exemple. Vous dites qu'il a lui-même amplifié. Non, mais ce que je vois sur cette légende, je ne sais pas si on peut parler de légende pour l'antisémitisme, mais vous dites qu'il ne l'est pas fondamentalement, même si vous énumérez dans ce livre toutes les déclarations qu'il a pu formuler. Vous les publiez toutes, elles sont hautement condamnables, mais vous dites quand même, pour conclure, que tout ça relève non pas d'un sentiment d'antisémitisme, mais plus de la provocation chez lui. On ne veut pas. C'est pas ça le sujet pour nous. L'important pour nous, c'est quoi ? C'est que soit on se contente de dire Le Pen est un affreux antisémite et à ce titre doit être condamné, ce qui par ailleurs peut et doit être fait. Mais si on veut aller un petit peu plus loin et mieux comprendre, soulever le capot, au fond, mieux comprendre ce qui se passe, il faut rentrer un peu plus dans le détail. C'est-à-dire quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit premièrement que la plupart des provocations antisémites de Le Pen surviennent après 1987, c'est-à-dire après l'affaire du détail, justement, où il se coupe finalement de l'ensemble de la classe politique française, où il se met lui-même au corner par cet énorme saillie, au moins aussi négationniste d'ailleurs qu'antisémite, qu'il sort sur RTL. Donc c'est important de le constater. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, finalement, c'est comme si Le Pen avait voulu punir les Juifs de l'erreur qu'il avait lui-même commise. C'est un peu ça qui se passe, et ça relève pas exactement de ce que... moi, je ne sais pas si vous avez lu des ouvrages de Drummond ou d'un certain nombre d'antisémites de l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Si on rentre... Alors, évidemment, dès qu'on me dit ça, on me dit « Ah, mais vous voulez banaliser Le Pen ». Mais non, pas du tout. C'est pas le sujet. Mais si on veut se contenter de stigmatiser
on n'aboutit à pas grand-chose. Il faut essayer d'aller plus loin et de comprendre un peu ce qui s'est passé. Je complète. On essaie aussi de contextualiser, d'essayer de comprendre sa génération. On essaie aussi, donc, dans sa tête, qu'est-ce qu'il peut avoir. On essaie d'aller vraiment sous le capot. Et puis on dit un truc qui est quand même pas inintéressant. Ça survient à un moment où il vient d'aller à New York. Il a été reçu. Il y a eu une standing ovation devant le Congrès juif mondial. Et qu'il a des... Pour ses prises de position pour Israël. Exactement. Oui. Et puis il y a des gens qui sont en Israël et qui préparent son voyage et se rencontrent avec Sharon. Alors autre chose, important. Bien plus compliqué. Important. À propos des légendes, alors, j'emploie le mot, vous l'utilisez vous-même. La torture en Algérie. Elle semblait une vérité bien établie. D'ailleurs, lui-même aussi l'avait revendiqué. Là encore, bravade de Jean-Marie Le Pen ? Alors, vous avez regardé sous le capot ? D'abord, bravade le premier jour, parce qu'il y a effectivement, ça démarre avec un article du quotidien de Paris, dans lequel il dit « oui, nous avons torturé et on le revendique, etc. » À la suite de ce quoi il publie dès le lendemain, ça a été quand même en général pas du tout rapporté. Le lendemain, il dit non, je voulais dire un nous général, moi personnellement, j'aurais pu le faire, mais je n'ai pas pratiqué. Pour vous, la vérité, vous êtes deux enquêteurs hors pair. La vérité, il a torturé ou pas ? D'abord, on ne conclut pas là-dessus. On dit qu'il y a des doutes sur l'enquête et des doutes sérieux, et on n'est pas les premiers à le dire. Donc on revient en arrière avec le doute. Juste une précision. Vous installez le doute à nouveau. C'est pas nous. En 1994, deux journalistes de Libération, le quotidien qui avait révélé la torture, retournent en Algérie, mènent une contre-enquête, interrogent les témoins et reviennent avec l'idée que Le Pen n'a pas torturé. On le cite, il s'explique. Et à l'époque, les témoins étaient vivants. Nous, quand vous entendez ces deux auteurs parler ainsi de Jean-Marie Le Pen, comment est-ce que vous avez envie de réagir, vous qui connaissez, qui avez enquêté sur le Front National aujourd'hui ? Mais, je veux dire, moi j'ai interviewé les leaders, les militants, les sympathisants de base. Si on veut faire un travail sérieux, je pense qu'il faut avoir un minimum d'empathie. C'est-à-dire il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la psychologie des personnages, des individus, et laisser de côté... Vous parlez des militants. Oui, je parle des militants. Mais oui, ils ont enquêté sur le grand chef. Oui, sur le grand chef. Tout le monde, on a vu énormément. Bien sûr, j'ai vu tout le monde pour enquêter sur le grand chef. C'est comprendre, essayer de comprendre. Sylvain Crépon, de l'empathie également pour Jean-Marie Le Pen ? Ah mais bien sûr, je veux dire, il faut avoir un minimum d'empathie. Empathie, ça veut pas dire, attention, empathie, ça veut pas dire avoir de la sympathie, ça veut pas dire partager le point de vue, mais il faut essayer de comprendre sa trajectoire, il faut essayer de comprendre sa psychologie, et lorsqu'on agit de la sorte, on se rend compte qu'on est toujours face à quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on veut bien montrer. Et en sociologie, c'est comme ça. Moi, je donne juste un exemple, mais j'ai interviewé par exemple les militants des Nains Beaumont, essayer de savoir comment ils avaient... Oui, les militants, on est d'accord, mais on parle des dirigeants et du fondateur historique, surtout. Les dirigeants sont des hommes aussi, ils sont des hommes aussi. Vous l'avez rencontré un nombre d'heures incroyable, et cette empathie, est-ce qu'elle est allée croissante au fil de vos rendez-vous ? Au contraire, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire ça a commencé par la volonté... Parce que quand on entreprend ce travail, on a envie de déconstruire ce qui nous apparaît comme un certain nombre de fausses pistes et de mythologies sur Le Pen. Donc on cherche ça. Et puis au bout d'un moment, alors ça, ça avance, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, sur un plan, de l'éthique, sur le plan de ce qu'on peut, de l'humanité au fond, c'est un personnage qui est destructeur, égocentrique. Et là, par contre, ça finit plutôt dans le contraire de l'empathie. Si vous voulez. Donc la trajectoire, c'est plutôt le... Vous avez une formule, hein, le fils de Céline et de Séguéla. Elle est formidable, cette formule, il faut nous expliquer là. En deux mots, c'est parce que... le narcissisme. Oui, enfin, c'est plus que le narcissisme. C'est le déclin, d'abord. L'idée centrale de... Là, on ne parle pas du Céline écrivain pour lequel personnellement, je suis un lecteur admiratif de Céline. Je l'admire moins, le personnage, évidemment. Ouais. Donc, ils ont fait référence au personnage de Céline. Et ce qui est absolument obsessionnel chez Céline, c'est l'idée du déclin de la France. Et c'est une idée que Le Pen partage complètement et qu'il va développer sans cesse toute sa vie. Alors ça, c'est pour Céline. Et pour Séguéla, là, ça nous met en cause, nous, journalistes. C'est que c'est Séguéla, pourquoi ? Parce qu'il a su magnifiquement, et tout au long de sa carrière, jouer des médias, de différentes manières. Je veux dire, il a manifesté là-dedans une habileté. Je pense que les médias sont tombés dans plein de pièges. On va écouter Jean-Marie Le Pen. Au début de l'année, il était notre invité et il nous disait que, selon lui, on dirait de lui plus tard. Jean-Marie Le Pen, c'était au mois de janvier. Je pense que quand je serai mort, on dira que j'étais très bien. Moi, j'ai mené une vie
politique absolument droite, absolument honnête. Je n'ai sincèrement rien à me reprocher. Est-ce qu'il y a des éditeurs qui refuseraient de prendre les mémoires de Jean-Marie Le Pen? Ça prouverait que la dictature de l'établissement est encore pire que ce que je Voilà, il est fier de son bilan. Je ne sais pas s'il sera heureux de vous lire. A priori, messieurs, vous avez déjà des échos. En tout cas, il va nous lire de loin, puisque on a appris aujourd'hui par une dépêche de l'AFP que prudemment, Jean-Marie Le Pen avait décidé de prendre 3 semaines de vacances aux Caraïbes. Ah bon, d'accord. Donc il ne sera pas... Très important, Sylvain Crépon, pour conclure, un commentaire sur le choix de l'illustration. Parce qu'on voit Le Pen, sa fille et sa petite-fille. Et tout ça a une signification pour les auteurs. Parce qu'on s'aperçoit qu'il place sa fille bien au-dessus de sa fille, apparemment. Hein. Sa petite fille, bien au-dessus de sa fille. Oui, ça. Des dirigeants me le confirmaient, mais c'est quand même assez symbolique que, quand même, dans les partis d'extrême droite, parce que pour moi, le Front National est toujours un parti d'extrême droite, même si c'est pas un parti fasciste, il y a toujours une symbiose entre le parti et le leader. Et tout le monde pronostiquait qu'avec la disparition de Jean-Marie Le Pen, le Front National allait s'effondrer. Et là, on voit qu'il va être perpétué par la famille, par sa fille, mais aussi par sa petite fille qu'il met en avant. Alors peut-être dans un premier temps contre sa fille, mais au final, je pense que ça dit beaucoup de choses sur cette dimension du leader dans ce genre de parti. Et ce livre, à mon avis, à ce niveau-là, le met en avant de façon assez remarquable. Voilà, le pavé Le Pen, donc c'est chez Robert Laffont, et puis l'enquête au sein du nouveau Front National. Aux éditions Nouveau Monde. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette édition du 19h. On évoque maintenant le Proche-Orient, l'escalade entre Israël et le Hamas aujourd'hui avec des morts de chaque côté, alors qu'une roquette a explosé près de Tel Aviv. Et puis la Syrie, la France s'est déclarée favorable ce matin à la livraison d'armes défensives aux rebelles. Jérôme Rabier, avant d'accueillir Jean-Paul Chagnolot. Après 20 mois de révolte et près de 40 000 morts en Syrie, la France veut accélérer la chute du régime de Bachar el-Assad. Et pour le ministre des Affaires étrangères, il faut désormais poser la question de l'armement des rebelles. En matière d'armes, pour le moment, il y a un embargo, donc il n'y a aucune arme qui est livrée du côté européen. La question peut se poser, elle va sans doute se poser pour les armes défensives. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut faire qu'en coordination avec les Européens. 2 jours seulement après que François Hollande ait été le premier chef d'État occidental à reconnaître la toute nouvelle coalition nationale syrienne, la France veut rester en pointe des relations diplomatiques sur le dossier syrien. Il faut désormais convaincre les partenaires européens de lever l'embargo sur la livraison d'armes en Syrie. C'est dans cette optique que Laurent Fabius et le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian ont rencontré aujourd'hui leurs homologues allemands, italiens et espagnols à Paris. Une réunion de l'ensemble des ministres des Affaires étrangères européens est prévue lundi à Bruxelles pour trancher cette question. D'ici là, François Hollande aura reçu samedi à l'Elysée le nouveau chef de l'opposition syrienne. Nul doute que l'armement des rebelles sera au cœur des discussions. Avec nous donc Jean-Paul Chagnolot, bonsoir, spécialiste du monde arabe. On parle d'abord de la Syrie, oui. Alors que François Hollande va recevoir samedi à l'Elysée le président de la nouvelle coalition, de l'opposition qui s'est formée. Que pensez-vous de cette idée de lever en partie donc l'embargo sur les armes pour les rebelles? Écoutez, les choses sont très simples. Je crois que les combattants syriens, l'opposition syrienne a fait l'effort de se rassembler dans cette structure. Et au fond, il y avait une sorte de deal implicite. Cette opposition unie devait être reconnue par la communauté occidentale, parce que pour les Russes et les Chinois c'est autre chose. Et puis ensuite, bien entendu, il fallait qu'il y ait une dimension concrète, qui est la question des armes. La France est la première à avoir reconnu cette coalition. Un geste immédiat, très important, qui consiste à reconnaître cette structure. Maintenant, effectivement, la vraie question qui se pose, parce que c'est sur le terrain que ça se passe, c'est est-ce qu'on aura des livraisons d'armes, alors dans des conditions qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui, mais il est fondamental pour que cette situation puisse évoluer un peu, que les combattants sur place aient les moyens de se protéger, car c'est d'abord ça. Avec des missiles anti-aériens, en fait, par exemple. Voilà, les Stinger, par exemple, c'est-à-dire les missiles sol-air, sont effectivement ce dont on a besoin, parce qu'il y a 2 façons de se protéger. Ou bien on installe une no-fly zone, c'est-à-dire une zone d'exclusion aérienne. Elle n'est pas respectée. Mais ça veut dire qu'il faut toute une machinerie militaire, l'OTAN, ce qui est totalement exclu aujourd'hui, évidemment, comme ça s'est fait en Libye. Ou bien on donne aux combattants syriens les moyens d'organiser eux-mêmes et une zone de ce type. Et je pense que c'est dans cette direction qu'on peut sans doute aller, car s'il n'y avait pas des gestes concrets de ce type, eh bien les combattants syriens, l'opposition syrienne unie, se sentiraient certainement floués, quoi. Oui, alors on parle de l'escalade maintenant entre Gaza et Israël. Israël qui vient d'ailleurs de rappeler 30 000 réservistes. Oui. Alors il y a eu des tirs de chaque côté, avec même une roquette qui est tombée tout près de Tel Aviv aujourd'hui. La situation n'a jamais été aussi préoccupante.
aussi, elle a été à maintes reprises, puisque, souvenez-vous, en 2008, ça a conduit à cette opération qu'on appelait Plan Durci, et qui était une agression israélienne sur Gaza très forte, en représailles. Mais là, la situation, c'était, semble-t-il... Si vous voulez, a priori, on aurait pu avoir d'autres scénarios. Il y a une situation structurelle qui est qu'on a 1,5 million, 1,6 million Palestiniens qui sont sous blocus, qui attaquent parfois, enfin en tout cas qui envoient des roquettes sur le sud d'Israël. Et donc régulièrement, tant qu'il y aura cette situation de blocage, de blocus, il est bien évident qu'il y aura sans arrêt des moments de tension. Mais on peut les gérer différemment. C'est-à-dire on peut les gérer. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahou, lui, il dit que Israël continuera et ira jusqu'au bout. On est presque dans une guerre... Toute action nécessaire pour se défendre sera prise. Mais les meilleurs moyens de se défendre, c'est la politique, c'est pas les armes. Et donc, cet œil pour œil, dent pour dent, ne conduira qu'à, encore à une tragédie. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Et puis, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura d'autres tensions. Donc, il faut essayer de penser politique. Mais je pense que si ça se passe comme ça en ce moment, c'est que nous avons, s'il y a cette surcroît de tension, ça c'est pour des raisons structurelles, mais si on a ce risque d'une escalade, je pense qu'il faut prendre en compte au moins deux facteurs. Il y a le premier, de contexte, c'est d'une part le fait que nous sommes en campagne électorale, c'est-à-dire qu'en Israël, il y a des élections bientôt, et je pense que le gouvernement a envie de montrer qu'il tient évidemment à cœur la sécurité de ses concitoyens, donc il en rajoute un peu à mon sens. Et puis bien entendu, il y a dans quelques jours, le 29 novembre, un vote aux Nations Unies sur l'admission de la Palestine comme État non-membre, État observateur, et ça, je pense que le gouvernement israélien le craint beaucoup, ce vote. À mon avis, c'est inéluctable. Bon, je pense que tout ceci est quelque part lié. Dans quelles conditions, évidemment, c'est difficile à savoir. Mais on voit bien qu'il y a un contexte politique particulier qui fait qu'il y a cette volonté d'aller dans avec le risque évidemment que l'on ne sait pas jusqu'où ce jeu infernal peut conduire. Et toutes les capitales occidentales, et même d'ailleurs dans le monde entier, on essaie de dire arrêtez cette escalade. Malheureusement, il y a quelquefois des enclenchements qui ne sont plus maîtrisables. Et on risque effectivement de se retrouver dans cette situation dans les prochains jours, si justement il n'y a pas cette retenue qui est nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de raison, fondamentalement il n'y a pas de raison d'à nouveau monter une opération militaire de grande envergure, si ce n'est à produire à nouveau de la violence et de la tragédie qui ne fera que radicaliser. Je veux dire, on est vraiment dans un œil pour œil, dent pour dent, et on n'a jamais réussi à sortir sérieusement d'une situation politique en ayant uniquement cette conception-là. Et là, un mot sur la reprise, je ne sais pas si c'est une reprise, mais des assassinats ciblés, en tous les cas des éliminations ciblées par Israël, avec la scène extraordinaire quand même. On a vu les images sur les écrans de télévision, comment le chef du Hezbollah a été victime du Hamas a été victime d'un... écoutez, aujourd'hui, je crois que la stratégie des assassinats ciblés a toujours existé dans ce conflit avec Israël qui a tué beaucoup. Le chef Yassine, par exemple, a été assassiné. Rantissi, le chef adjoint qui est devenu le chef après de Yassine, a été aussi assassiné. Et bien entendu, aujourd'hui, il y a des moyens plus complexes et plus efficaces qui sont les drones. Aujourd'hui, on peut tuer quand on en a les moyens. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que décider de tuer un des chefs, c'est évidemment une forme de provocation, c'est évidemment la volonté de radicaliser une situation. Car bien entendu, le Hamas va vouloir venger son chef militaire. Donc on est ici entré déjà dans une escalade. Alors peut-être que ça va se calmer, mais on peut être quand même assez pessimiste. Merci beaucoup Jean-Paul Chagnolot. Et la question du nouvelobs.com aujourd'hui était celle-ci à propos de la Syrie cette fois. Est-ce que vous approuvez la décision de la France d'armer les rebelles? Vous estimez que non, à 69%. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk, pile et face à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir. Rendez-vous porte de Versailles pour suivre sur Public Sénat le 95e congrès des maires de France. Un événement très attendu, 6 mois après l'élection de François Hollande, où se tiendront plusieurs tables rondes autour des collectivités territoriales. Le 95e congrès des maires de France, c'est la semaine prochaine sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.